Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Salut Nico, bienvenue sur le podcast Les Sentiers du Possible. Comment vas-tu ? Salut Alexandra, écoute, je vais super bien. Enfin, super bien, j'ai une voix qui part un peu. Puis mon voyage au Brésil, j'ai enchaîné les problèmes de santé et je vois que retour à Paris, c'est un peu difficile encore. Mais je vais super bien parce que je suis avec toi et je te le faisais part en off. J'ai beaucoup écouté tes podcasts ces derniers temps, ces derniers jours et j'adore ta vibe, j'adore ta voix. Je trouve que tu as une voix très communicative et très radiophonique. Et c'était un plaisir d'entendre tes invités et même tes épisodes solo que j'ai beaucoup appréciés. Donc je tenais à te le partager. Ah, trop cool, merci à toi pour ce partage. Aujourd'hui, Nico, pour ceux qui ne te connaissent pas, pour moi, tu es multi-potentiel, multi-entrepreneur, journaliste, investisseur, podcasteur. J'ai même découvert que tu faisais de la musique. Toi, comment tu te décrirais justement? Eh ben, c'est un peu ça, hein, c'est multiples casquettes. Ça c'est évident. J'ai l'impression d'avoir toujours mis en place mes rêves. C'est-à-dire que je visualise quelque chose et je fais tout pour l'atteindre. C'est quelque chose, je vais peut-être dire d'inné, mais d'inné avec beaucoup d'action en fait. J'ai toujours été dans le faire. Et donc, à un moment donné, il y a cette audace, d'où mon podcast que j'ai créé depuis 2 ans qui s'appelle Oser by Nico. Parce que finalement, bah, c'est le mot oser que j'essaye d'incarner. Et Nico, parce que j'ai toujours été au centre de mes projets. Quand je faisais de la musique, j'ai fait de la musique pendant 15 ans. Bah oui, j'étais au centre du projet musical. Quand je suis parti faire de l'humanitaire en Inde, j'ai créé un blog qui s'appelait Jeter l'encre, où c'était Nico qui parlait de son humanitaire. Quand j'ai fait de la numérologie, bon bah c'est pareil, je me suis formé en tant que numérologue. Je suis journaliste télé. Enfin, en fait, j'ai plein de casquettes. C'est-à-dire que dans ma vie, j'aime cette pluralité et de virage à 180 degrés. Je crois que ça me fascine de me dire qu'on peut totalement changer de vie quand on le décide. Et j'essaie d'incarner ce message-là. Génial. Et entre guillemets, t'es né comme ça? T'as toujours eu ce truc de multicasquette? Ou non, c'est venu avec le temps? Non, je pense pas avoir. En fait, c'est venu avec le temps parce que les chemins m'ont poussé à faire de nouvelles choses. Je crois avoir toujours été assez artistique. J'étais un peu d'ailleurs dans ma famille qui est assez rangée avec des métiers assez carrés, droits, rien qui dépasse, en tout cas rien d'artistique, hein. Encore une fois, il n'y a pas de jugement en tout cas sur les métiers de mes parents, mais c'est juste que moi j'aimais la scène, j'aimais la musique, j'aimais la danse. Je crois que de mes 9 à 14 ans, j'ai dû faire de la danse classique, ce qui était assez atypique dans mon petit village en Bretagne. Donc il y avait en tout cas cette idée de la scène, d'être vu, de briller, je pense. Aujourd'hui, j'accepte davantage. Il y a 3 ans, je ne te l'aurais pas dit comme ça, parce qu'il y Mmh. avait peut-être une certaine honte d'avouer que bah, j'aime la lumière, j'aime les paillettes. Et en fait, j'ai très vite accepté ce côté artiste. Donc, j'ai fait de la musique et je pensais que ma vie serait uniquement. Moi, je voulais être Madonna. Je voulais faire Bercy et c'était un peu ça mon objectif. Mais du coup, cet objectif, ça demande un peu de travail, ça demande quand même ouais, d'y aller et ça se fait pas en 2 jours. Donc, j'étais parti sur ma lancée. Je serai musicien et je vivrai de la musique. Et il se trouve que bah, ensuite, la vie m'a amené à d'autres envies, des chemins différents et j'ai accepté ces tournants. Ça, c'est jamais facile un tournant, mais je les accepte. Même si ça passe par des moments de chaos, de doute, de vide, puisqu'on ne peut pas tout d'un coup se remettre en question en un claquement de doigts. C'est vrai que quand je le raconte, on a l'impression, oh, ça a l'air facile. Quand je suis passé de musicien à investisseur immobilier, c'était le jour et la nuit. Ça passe par des chaos, des regrets, des doutes, évidemment. Mais j'ai suivi ce chemin-là. Mais petit, pas du tout. C'était artiste, musique, danse. C'était vraiment ça que je faisais. Et justement, si on fait un focus sur ce petit tournant, j'ai l'impression que c'était vraiment ton rêve, toi tu l'as dit, artiste. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Comment tu as fait ce tournant? Quels ont été les premiers signes? Est-ce que tu peux nous dire vraiment le détail de ce moment où, de l'extérieur, j'ai l'impression que tu abandonnes ton rêve? Tu vois, alors peut-être que c'était fou Ouais. ton rêve, mais qu'est-ce qui s'est passé Mmh. à cette période? Non, ça me touche ce que tu dis quand tu le dis: «Abandonne ton rêve» parce que je ressens ça des fois. Je suis toujours passionné de musique.
le vendredi matin, je regarde les news musicales, tu vois? C'est les sorties de musique, à 6 heures du mat, je suis sur Spotify à regarder qui a sorti quoi. Donc la musique, ça m'anime. Il y a quelques jours, j'étais au concert de Billie Eilish. Je trouvais pas de place, j'ai pris une place en platinium qui m'a coûté 350 € pour être au deuxième rang, carré or. C'est quelque chose, j'ai besoin de vibrer. Donc, j'ai jamais quitté ce rêve, en tout cas de vibrer musique, d'être entouré de musique, de me balader dans la rue, d'écouter de la musique. Ça a toujours été là. Mais effectivement, il y a une différence entre être consommateur et producteur, enfin produire en tout cas quelque chose. Je crois que, justement, comme je t'ai dit, mon rêve, c'était d'être Madonna et à un moment enfin d'être Madonna, on se comprend, mais enfin, en tout cas, d'avoir un succès, qui soit en tout cas, ouais, de faire des belles scènes. J'ai eu la chance, d'oser, enfin, je ne sais pas si c'est une chance d'oser, en tout cas, je me suis donné les moyens d'oser. Ce qui fait que ça m'a amené quand même à chanter à l'Olympia à 22, 23 ans, ce qui était quand même un rêve, puisque, quelques années plus tôt, j'étais dans ma chambre avec mes peluches ou mes cousines le week-end à dire regardez, on va écouter Kylie Minogue, je vais vous faire une entrée en scène façon Kylie Minogue. Donc, imaginez que je puisse chanter à l'Olympia quelques années plus tard, juste après mon bac hein, en soi. Bah, évidemment que je vivais ce rêve-là. Mais voilà, je suis parti vivre à Londres pendant 2 ans. Je suis revenu à Paris parce que j'ai un accent anglais pourri. Et il y avait cette idée toujours de vouloir faire de la musique et donc, ben, je pouvais pas chanter en anglais. Donc il y a vraiment j'ai même choisi de revenir en France alors que j'adorais Londres, que je vivais en couple à Londres. Ben non, j'ai décidé de revenir en France pour la musique. J'ai lancé un Ulule, ce qu'on appelle un truc de participation où on fait participer les gens pour monétiser mon premier EP qui était un 5 titres et j'ai eu, vraiment un public qui m'a soutenu. J'ai fait mon premier er EP, j'ai tourné un premier clip à Londres, un deuxième à Paris dans une piscine que j'avais privatisée. J'ai vraiment réalisé des rêves, tu vois? Où j'avais des étoiles dans les yeux, j'avais pas d'argent et pourtant j'arrivais à créer et ça, je trouvais ça, excitant, ça me galvanisait. Quand j'y repense, quand je me replonge là-dedans, il y avait pas de limite. Mon clip à Londres, le cadreur, c'est la personne qui devait filmer le ce clip-là, heu, a décommandé la veille pour le lendemain. Mais moi j'avais des gens qui venaient, j'avais payé des billets de train et cetera et j'ai trouvé un cadreur en 24 heures. C'était comme s'il y avait c'était l'impossible, il y avait pas le mot impossible en fait. J'arrivais toujours à atteindre mon but et ça a été dans la vie en fait, en parallèle, j'étais journaliste à France 2. Enfin France 2, pas du tout en plus à ce moment-là, mais j'étais, journaliste sur plusieurs chaînes de télé et je bossais pour Evelyne Thomas avec, c'était l'émission, C'est mon choix et du coup, c'est vrai que je vivais un peu mon rêve de musique, mais à côté de ça, pour vivre, c'est mon choix, je faisais du casting et je cherchais des gens, qui ne se sont pas lavés depuis un mois, qui, des hommes qui aiment que les blancs, la grosse seins et qui viennent dire ça sur un plateau télé. J'étais là: «Putain, je vais avoir 30 ans et est-ce que c'est vraiment ça ma vie, quoi?» J'arrive pas à être Madonna, j'arrive pas à faire Bercy et je fais un boulot qui me plaît pas trop et j'ai eu une intuition qui m'est venue un jour sur mon canapé. Je peux pas l'expliquer, c'est venu dans ma tête, je l'ai visualisé, je vais aller faire de l'humanitaire en Inde. Mais c'était sorti de nulle part et je crois que ça a été le début de la fin pour la musique. Ça a été ce premier pas qui m'a amené à faire d'autres choses et la vie, du coup, m'a amené des signes, des synchronicités, des challenges qui fait que la musique est devenue de plus en plus secondaire. Ça n'a pas été du jour au lendemain, mais déjà passé, plusieurs mois en Inde et 6 mois en tout en Asie, il y avait une j'ai décroché de ce Ouais, rêve-là et le retour à Paris a fait que je suis parti sur autre chose. OK. Et là, quand tu es revenu à Donc Paris, tu avais directement, on va dire, ce nouveau rêve qui allait te donner la motivation ou tu t'es laissé un peu, aller en fonction des opportunités? non, bah non. Enfin, je dis: «Bah non» dans le sens que ça aurait été simple si le rêve était arrivé direct en revenant. En fait, quand je suis rentré au bout de 6 mois, j'avais pas travaillé. À la base, j'étais intermittent du spectacle, donc pas, un peu précaire, on va dire, comme situation. La musique me faisait pas gagner d'argent, ça me coûtait plus que ça m'en faisait gagner et j'ai été mis à la porte par ma propriétaire. Enfin, gentiment, hein, mais en gros, elle a résilié mon bail. J'avais 3 mois pour quitter l'appartement. C'était un peu délicat parce qu'encore une fois, je revenais d'Asie, j'avais pas de fiche de paie et j'étais intermittent du spectacle. Bon, autant te dire qu'on t'ouvre pas le tapis rouge à Paris pour louer quelque chose et c'est pour ça que je parle de challenge, c'est que là, la priorité, c'était plus de devenir Madonna et de faire Bercy, c'était déjà de trouver un toit
Et ce qui s'est passé, c'est que mon banquier m'a dit: «Mais pourquoi vous n'achetez pas un appartement?» «Ben non, mais vous allez pas me prêter de l'argent. Bah, vous êtes intermittent depuis quelques années. Moi, on va regarder. Moi, je veux bien vous prêter 200 000. Oh bah, ouais, on va acheter un appartement et c'est devenu un peu, ça m'a titillé, ça m'a donné envie et je me suis dit: «Ah bah tiens, je vais devenir propriétaire». Donc je suis parti là-dedans, sauf que je connaissais rien du tout à l'immobilier. Je savais pas ce qu'était un notaire, je savais pas ce qu'était une copropriété et en me renseignant sur YouTube, je suis tombé sur les gourous de l'immobilier qui t'expliquaient qu'on pouvait gagner plein d'argent, devenir rentier et vivre à Bali. Et moi, j'ai trouvé l'idée pas mal. Je me suis dit: «Bah ouais, on va aller vivre à Bali». Encore une fois, ça s'est fait sur, enfin assez rapidement, cela dit, en 3 mois, puisque, bah, moi, j'étais en train d'acheter un appartement que j'ai trouvé à Paris, et j'allais acheter vraiment, je sais plus comment on dit, l'expression, mais une boîte à lapins, quoi. Dans le sens que c'était un 14 mètres carrés avec une mezzanine, le tout à 200 000 balles, enfin, dans le centre de Paris, ça paraît exorbitant. Enfin, je sais pas où tu habites et où les gens qui nous écoutent habitent, mais enfin, avec 200 000 €, tu peux t'acheter une grande maison quand tu es en province, hein. Ouais. Et il y avait ce côté, je vais me lancer dans l'immobilier locatif et tout le monde me disait: «Mais tu peux pas faire ça. Tu es artiste, tu es intermittent du spectacle, allô quoi, réveille-toi, tu peux pas faire ça». Et j'ai tout fait pour annuler mon prêt. Ça a été très compliqué et la banque ne voulait pas me rendre l'argent parce qu'en fait, c'était en cours, ça avait été validé et c'est là que je pense que la vie amène, des fois des signes. C'est que 3 jours avant la signature finale de l'acte authentique de mon petit 14 mètres carrés à Paris, le notaire m'a appelé et m'a dit: «Un document a été oublié. On doit re-signer, on doit re-signer j'en perds mes mots. On doit re-signer en tout cas le document de base. Vous repartez sur 10 jours de préavis, de rétractation». Bon, j'ai envoyé un recommandé, j'ai annulé. À 3 jours, donc qui était retardé, j'ai annulé. Je me suis formé et 3 mois plus tard, j'ai acheté mon premier appartement locatif en Bretagne à 15 de rentabilité. 6 mois plus tard, mon deuxième appartement à 13 de rentabilité. Un an plus tard, un troisième appartement, pareil, à 12 de rentabilité. Et je devenais investisseur et coach en immobilier locatif avec une chaîne YouTube, un Instagram. Et j'ai totalement changé ma vie. Et c'est devenu mon objectif, c'est devenu mon rêve de devenir indépendant financièrement. J'ai j'ai totalement changé, effectivement, mais ça a été, des peurs, des craintes, des doutes, et tous ces gens autour de moi, y compris ma famille, qui me disaient: «Mais tu y arriveras pas» et donc devoir contrer ces gens-là enfin, ils voulaient me protéger et je comprends, quoi. Enfin, j'ai pas d'argent, je veux devenir rentier IMO, on peut se dire: «Le mec, il est un peu fou, quoi». Mmh. Et c'est ça, tu crois, qui t'a donné la force justement d'aller vraiment au bout du truc? C'est d'avoir des gens qui te disent: «Eh, c'est pas possible»? On m'a souvent dit ça, je me souviens qu'au collège, on me disait: «Jamais tu feras de la musique. Tu pas assez bon de toute façon». Une amie qui est toujours une très bonne amie d'ailleurs, hein, là-dessus, enfin, c'était à l'époque, hein, on était jeunes, on avait, 15 ans. J'avais dit que je voulais faire attaché de presse, elle m'avait dit: «Mais tu seras jamais, dans le journalisme, tu es trop mauvais en français». Bon, bah, au final, je suis journaliste, hein. J'ai fait, ma carrière, dans la musique. Encore une fois, aujourd'hui, enfin, j'ai fait ce que j'avais à faire, mais j'ai réalisé mon rêve, d'une certaine partie, donc et j'ai toujours eu des gens qui m'ont dit que ça serait, pas possible et je l'ai fait. Je pense que j'aime bien le challenge. Je pense que c'est pas toujours aidant de toujours vouloir repartir à zéro et réaliser quelque chose. C'est génial, mais c'est fatigant. Je te cache pas qu'aujourd'hui, à l'aube de mes 40 ans, il y a une certaine fatigue d'être toujours parti de zéro et monter des choses. J'ai réalisé mes rêves, mais j'ai envie de dire à quel prix? Et c'est quelque chose aujourd'hui que je dis beaucoup plus, c'est: «Oui, oui, faites ce que vous avez envie. Oui, tout est possible, mais à quel prix?» en fait. Mmh. Et c'est vrai que là, on fait cette interview, je j'ai il y a 2 ans, j'ai lancé ce podcast. Pareil, je suis parti de zéro après l'immobilier, donc il y a eu, l'immobilier pendant 4 ans. Ensuite, je suis parti sur le podcast. Il y a ce truc de je pars de zéro, mais à quel prix? Parce qu'au bout d'un moment, c'est fatigant. J'arrive à mes objectifs. Ce podcast n'existait pas. Je suis monté à 1 million d'écoutes. Pareil, j'ai une communauté, c'est top, c'est génial. J'ai interviewé les gens qui me faisaient rêver. Et là, les gens me disent plus c'est plus possible parce qu'ils ont compris que de toute façon, j'atteins mon objectif. Néanmoins, c'est moi là qui me donne mes objectifs tout seul, mais à quel prix? Voilà, c'est quelque chose que je dis, réalisez vos rêves, mais par contre, faites attention parce que il y a forcément des inconvénients derrière.
Ouais, ça, je suis totalement d'accord. De toute façon, dans la vie, pour moi, tu peux rien obtenir sans avoir un inconvénient quelque part. Tu vois, ceux qui te vendent le truc, par exemple, vous deviens rentier vie à Bali, comme tu le dis, il y a quand même un prix à payer. Hem, Ouais, ouais, et puis, j'ai envie de dire aussi, c'est que c'est un fantasme. C'est un véritable fantasme. Aujourd'hui, je le découvre de plus en plus à quel point on peut avoir des fantasmes dans la vie. Quand je dis fantasme, c'est, désir, envie, à quel point ils sont, à quel point l'échelle en fait de ton désir est tellement haut que ça en devient, quelque chose d'un fantasme énorme, et je pense que j'avais une envie de liberté, j'avais envie, quand je me suis lancé dans l'immobilier, il y avait ce désir d'être un digital nomade. D'être beau, bronzé, tatoué. Je me faisais des vision boards où tu avais des gens sur des tables de coworking avec des palmiers et ils étaient tous tatoués et cetera, et j'étais là: «Je vais devenir comme eux», et c'est génial parce que ça nourrit ton rêve, ça nourrit ton désir et puis du coup, tu te mets en marche. C'est ça le plus important, je pense, à un moment donné. mmh, Mais en fait, je me suis rendu compte que, déjà, l'immobilier, même au bout de 3 apparts, oui, oui, à un moment donné dans ma vie, j'ai triplé, quadruplé mon salaire. Oui, à un moment donné, j'ai fait des mois à 10 000 € en vendant du coaching. Mais tout ça, c'est pas pérenne facilement. mmh, En fait, la rentabilité, elle bouge parce que depuis 2018, l'immobilier, les règles ont changé. Entre tout ce qui est, le DPE, enfin, je vais pas rentrer dans les trucs, d'énergétique, mais ça a totalement changé. Les prix de l'électricité, ça, je pense que chacun a pu remarquer que ça a évolué. Ça a augmenté, et donc quand tu as des colocations étudiantes qui sont méga rentables, mais que ta facture d'électricité EDF a doublé, voire doublé et demi du prix, ben, ta rentabilité, elle descend et tout d'un coup, le rendement que tu avais, ben, c'est plus le même. Donc aller vivre à Bali, quand je voyais encore des publicités de gens qui disaient: «Oui, oui, investissez dans la colocation», je l'ai fait ça, hein, attention, hein. Mais quand je voyais que tout changeait et qu'il y avait toujours ces gens qui vendaient des formations à 1 000, 1 500 en mode: «Grâce au coloc, vous allez vivre, à Bali», les mecs, vous vous rendez compte que là effectivement, c'est des gourous qui vendent du vent, et ça mmh, existe. Et ouais. moi je pouvais plus être aligné à ça. Je pouvais plus vendre des formations qui clairement ont changé ma vie, mais à un moment donné, c'était parce que je vendais, la promesse n'était plus à la hauteur de la réalité, et c'est aussi Ouais. pour ça que j'ai eu un changement. Ouais, ouais, tu l'as dit, enfin, le marché de l'immobilier a vachement changé et même, là, aujourd'hui, ils sont en train de revoir tout le système de taxes. Enfin, maintenant, Ouais, c'est quoi l'intérêt de prendre autant de risques pour se faire taxer autant derrière? Donc et c'est puis le fantasme, c'est vrai que c'est de ça, que je parlais aussi. C'est ouais. ce fantasme qu'à un moment donné, on peut vouloir quelque chose, mais au final se rendre compte que j'ai pendant les pendant tous les trucs de confinement et cetera, j'ai eu l'occasion de passer 2 mois en Guadeloupe. Bah, j'étais avec mon ex. Oui, on avait des connaissances, mais j'avais pas mes amis, j'avais pas mes proches. Travailler tout le temps dans la clim parce qu'il fait trop chaud, et en fait, travailler au soleil, tu vois pas ton écran. En fait, je me suis dit: «Ah, c'est ouais, travailler sur une île, je sais pas trop. Je crois que j'ai pas envie», et ça, c'est bien d'aller au bout de son idée aussi, Mmh. et du coup, je me suis dit: «Bon», ça a commencé à effriter ce fantasme, d'aller vivre à Bali ou de devenir rentier. Est-ce que c'est vraiment mon rêve? Non. Bah, peut-être pas, et c'est là que je trouve intéressant, c'est d'expérimenter, en fait, d'aller au bout de ses Mmh. envies et puis, ben, de rectifier parce que, ben, des fois, bah, je crois que c'est pas tant ce que j'avais envie. Et c'est génial, ça fait rebondir sur un truc que je suis aussi en train de vivre. Quand tu vas au bout et que du coup, tu as ce fantasme qui casse et que tu arrives un peu dans pas la désillusion, mais dans le, bah, finalement, à quoi bon? Comment tu fais pour rebondir? Comment tu là, aujourd'hui, tu vois, dans ta vie actuellement, quand tu as plus d'objectifs fantasmiques, qu'est-ce qui reste? Le vide, le doute, le chaos. Ça a souvent été comme ça, les transitions, et là, je le vois que ça l'est un peu encore. J'ai eu un fantasme qui a complètement été fragilisé, depuis j'ai été en couple pendant 9 ans, ce qui a été une vraie structure aussi, c'est vrai que ça dépend aussi de comment on est. Moi, j'ai eu de la chance d'être dans un couple qui m'a vraiment soutenu, une sécurité qui était là, ce qui m'a permis aussi de vaquer à toutes mes «lubies» entre guillemets. À l'époque, mon ex appelait ça des lubies, je le prenais très mal parce que pour moi, c'était pas des lubies, c'était des rêves, et qu'on voilà, il y a une différence, je pense, entre suivre son cœur et avoir une lubie du samedi. Hem et heu et c'est vrai qu'à la séparation, j'ai créé une routine de partir en voyage pour me reconnecter. C'est une façon d'ailleurs, je pense qu'on peut trouver chacun notre façon de se réaligner. Ça, c'est une manière.
d'aller chercher du vide, de partir en voyage et de penser les choses autrement. Donc j'ai utilisé un peu ce côté-là en même temps que je faisais ce podcast. Hem, je réglais mes problèmes personnels et ce podcast m'aide à régler mes problèmes personnels, clairement, puisque j'invite des gens qui quelque part me font ma thérapie en direct. Bon, comme ça donne peut-être pas envie, mais ça reste quand même des interviews, hein, dans l'idée. Mais je pense que toi peut-être aussi, parce qu'en écoutant ton podcast, je vois qu'il y a des questions un peu personnelles par Ouais, moment, j'ai exactement. l'impression. Bah, je Et trouve que c'est beaucoup plus intéressant d'interviewer des gens auxquels tu connais pas les réponses et qui viennent, t'apporter une complémentarité, que d'interviewer des gens qui vont rien t'apporter parce que du coup, tu te fais chier en interview et donc je pense que c'est plus intéressant pour ceux qui écoutent aussi d'avoir celui qui interviewe, qui a ce niveau, on va dire, de vouloir aussi en apprendre pour lui-même, qui rend l'interview, beaucoup plus passionnante et moi, ce que je t'avais dit là, quand je t'avais envoyé un message par rapport, l'interview que tu avais fait avec Franck Lobvé, que j'avais adoré parce qu'il y avait justement ce côté où on découvre avec toi et on apprend des choses avec toi. Ouais, totalement. Et je pense que c'est en fait faire des interviews avec son cœur, avec sa sensibilité. Et là, en tout cas, c'est quelque chose que je pense être assez vrai, c'est que plus on fait les choses avec son cœur et sa propre vérité et sensibilité, bah, plus c'est à peu près juste, en tout cas dans la façon de le faire. Mais en tout cas, j'ai commencé à mettre en place effectivement les voyages. J'ai eu un premier voyage en Inde à peine en rupture, c'est-à-dire que le mot rupture n'était pas posé. J'ai pris un sac à dos, je suis parti au bout du monde. Bon, on constate quand même que souvent mes changements de vie sont liés aussi à des voyages où tout d'un coup ça chamboule tout. Et quand je suis parti en Inde, c'est vrai que je me suis retrouvé un peu dans Mange Priem, tu vois. J'ai l'impression d'être Julia Roberts, Mmh. reconnecté au bonheur, etc. Et je m'y attendais pas, mais je suis tombé amoureux d'un Indien. Enfin, c'est même pas que je suis tombé amoureux, j'ai eu un coup de foudre pour un Indien. Et j'ai vécu 2 mois avec lui, ce qui a totalement changé ma perception de la vie, puisque bah, j'ai vu que j'avais un cœur qui était encore capable de battre. Et j'ai découvert que j'avais une sexualité qui n'était pas éteinte et que finalement, on n'allait pas éteindre la sexualité dans la trentaine, hein, qu'on pouvait encore attendre quelques années pour ça. Enfin, d'ailleurs, pour ça, pas du tout, puisque même à France 2, on fait des émissions où la sexualité existe encore à 70 ans. Mais Mmh. bon, là, je pense que voilà, j'avais besoin de me refaire confiance et cette personne qui m'a été amenée sur mon chemin, parce qu'encore une fois, clairement, c'était pas prévu que je rencontre quelqu'un en Inde, m'a permis de reconnecter à mon corps, à mon cœur. Et quand je suis rentré, bah, j'ai mis fin à ma relation de couple officiellement, parce que c'était pas officiel. Et en fait, je suis passé par un chaos, mais là, un chaos émotionnel d'ailleurs, de renaissance. Quand on arrête un projet ou une relation, bah, comment on fait? J'ai malheureusement pas de recette miracle, si ce n'est traverser des chaos. Là, le chaos, il est un peu plus long, ce qui fait que l'année d'après, je suis parti en Colombie. Encore une fois, on va rechercher l'inspiration à l'étranger et ça marche, hein. Je me suis retrouvé, à voyager pendant 2 mois en Colombie. J'ai connecté avec plein de gens, c'était incroyable, je n'étais jamais seul. J'ai eu des flirts, de la séduction, des rencontres amicales, des interviews de podcast. Un voyage, honnêtement, à la perfection sur le papier, on va dire ça comme ça. Ça m'a reboosté, je reviens et puis, ben, l'année, à fond dans le boulot, France 2, le podcast et cetera. Et cette année, je me dis: «Bah, je vais partir au Brésil». Et puis là, la vie, s'est bien foutue de moi, gentiment, hein, merci la vie d'ailleurs, je ne t'engueule pas, ne t'inquiète pas, mais il y avait ce côté où, bah, elle m'a pas du tout donné, ce que j'attendais. Je voulais reproduire un peu l'Inde et la Colombie. Bah, c'est vrai, aller rencontrer l'amour ou rencontrer plein de connexions, moi j'aime bien l'idée, hein. Ouais, bah, là, un blackout au concert de Lady Gaga au milieu de 2 millions de personnes, 2 infections dont une assez grave, infection, bactérienne où j'ai failli passer, quand même, enfin terminer à l'hôpital, une intoxication alimentaire. Enfin, j'ai été sous médoc pendant 33 jours. Et du coup, bah, là, on n'est pas trop dans la connexion, on n'a pas trop envie de séduire d'ailleurs, on n'est pas très inspiré non plus puisqu'on passe beaucoup de temps au lit. Et c'est assez drôle parce que derrière moi, j'ai commencé à faire un mur depuis que je suis rentré, de reconnecter justement à un cocon personnel. Et j'ai mis, une photo de Rio, une photo de l'Inde et là, je cherche une photo de la Colombie. Parce que je pense que ces 3 voyages sont tout aussi importants, en fait, dans un processus. Et je crois que, ça me permet d'accepter que même quand on passe par du chaos, quand on pense fantasmer une idée, et ben, c'est aussi très intéressant. Et donc quand on est, j'ai l'impression en tout cas que quand on est à un moment donné de sa vie où on se pose des questions, on doute, on ne sait pas,
qui marche le mieux pour moi, c'est d'arrêter de vouloir trop faire. Et c'est dur, et je suis en plein dedans. C'est très dur. Je sais que là, aujourd'hui, il faut que je fasse un montage de podcast, parce que là, je fais beaucoup d'épisodes solo, mais à un moment donné, je fais quand même des interviews, puis j'en ai en stock, donc il faut bien que je les monte et que je les sorte. Et c'est dur, en fait, de me dire: «Faut moins faire». Et tu vois, même aujourd'hui, je m'étais dit: «Est-ce que j'irai pas au ciné?» à un moment donné. Il y a un film que j'ai envie d'aller voir, essayer de couper, parce que j'ai l'impression que quand on est que ce soit et vraiment, ça peut être dans un couple, dans un projet, dans un métier ou dans un projet entrepreneurial, c'est qu'à un moment donné, j'ai l'impression qu'on s'identifie tellement à ce qu'on a créé que c'est dur de se détacher Mmh. et que pour se détacher, c'est d'arrêter de continuer de faire ce qu'on fait habituellement dans une espèce de routine. Donc encore une fois, moi j'ai tendance des fois à partir en retraite de silence, tout couper pendant une semaine et ça me fait un bien fou. Mais c'est vrai que j'ai du mal à le remettre en pratique dans la vie. Et là, depuis mon retour en de Brésil, j'ai vu ma psy qui m'a bien remontré le schéma que je dois arrêter, et donc c'est presque un travail du quotidien aujourd'hui de me dire: «OK, comment je veux faire évoluer ce podcast? Comment je veux faire évoluer ma vie sans être dans mes automatismes?» Et c'est donc de la broderie, tu vois? En mode, je sais pas pourquoi je dis la broderie d'ailleurs, mais tu vois, Je sais ce que c'est tu veux dire. petite, c'est vrai, tout petit, tu vois? C'est le ciné aujourd'hui pour déconnecter. Hier, par exemple, hier, j'étais un peu dans le faire, le faire, le faire, et puis, 18h15, et je lui dis, «Tu veux aller prendre un verre?» Il me dit: «OK», je lui dis: «18h30». Il était pas loin, il me dit: «Ouais, très bien». Et en fait, ça a été pour moi hyper important parce qu'à Paris, je sais pas couper. Ma journée, je l'ai fait des journées, du matin au soir, je suis dans des montages, dans des machins, dans des trucs, de la communication. Et ça me crame, en fait. Ça me crame, ça me permet d'atteindre mes objectifs. Encore une fois, je reviens à quel prix? Et donc j'ai compris que là, la manière de me sauver et de me réaligner, ça va être de me laisser des moments de pause. Et donc, bah, là, honnêtement, je sais que ça a été cette petite action que je n'aurais pas fait habituellement, en mode: «Va prendre un verre, va te détendre, va boire un spritz en terrasse, va connecter à la vie, en fait». C'est bien beau de faire des podcasts de développement personnel, mais tu moi, j'ai l'impression des fois d'être en sous-marin, de faire du dev perso à donf, et puis vient avril, France 2, il y a la pause que j'ai tous les ans, et là, je pars en voyage pendant 2 mois, je vis, j'expérimente et je reviens à Paris, donner mes principes de développement personnel, tu vois? Mais Heu, ce que j'ai compris là, c'est que c'est dans le quotidien que je dis «tu», mais que je dis «tu», moi, les gens Ouais. peuvent reconnecter, je pense, à leur alignement. Il y a peut-être c'est bien d'aller faire de retraite de silence, mais c'est bien aussi dans la journée de s'observer et de se dire: «Là, je suis vraiment trop en pilote automatique et ça ne me fait pas du bien, donc qu'est-ce que je peux faire qui me fera plus de bien?» Je sais pas si j'ai répondu à ta question, je Si et désolée, mais alors ça cogitait aussi dans ma tête en parallèle. C'est pour ça que j'étais ouais, nulle concentrée. Non, mais ça me parle énormément parce que je suis comme toi, dans cette prise de conscience en ce moment. C'est que j'ai tendance, moi, à me dire, au mois, il y a des journées dédiées au bien-être et cetera. Mais alors au quotidien, c'est Bagdad. C'est, faire, 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 productivité à fond et je suis justement en train d'essayer de me motiver comme toi. Allez, chaque jour, au moins une action de déconnexion, sans personne et cetera et où tu acceptes de faire moins pour laisser du vide et comme tu dis, c'est dans ce vide-là, finalement, qu'en plus tu as les meilleures idées, finalement, que tu vas avancer le plus vite. Donc ce que tu me dis me parle énormément et alors je sais que c'est tout frais pour toi, mais c'est ta volonté simple qui fait que tu arrives du coup à te dire: «Allez, aujourd'hui je vais au cinéma, allez, demain je vais boire un verre» ou tu as réussi à rattacher ça à quelque chose dans ta tête? Est-ce que tu arriverais à dire qu'est-ce qui fait que tu arrives à te tenir un peu à, bah, cette discipline? Parce que finalement, c'est quand même une discipline de faire du vide. ouais, alors je m'y tiens, difficilement, hein. Là, c'est en cours. Disons que comme m'a dit ma psy, le Brésil, on vous a passé un message, il serait temps de l'entendre. Parce que au début, j'avais un côté: «Ça va, on va arrêter de voir des cadeaux cachés, on va arrêter de se dire que la vie, j'ai juste, eu un blackout». Ouais, certes, il est un peu chelou parce qu'il y avait pas de raison d'avoir un blackout après 3 caipirinhas, on pouvait l'expliquer qu'un jet lag, une petite fatigue, mais néanmoins, il y a 7 heures où je me souviens de rien, donc c'est pas juste j'ai un peu bu quoi, puis 3 caipis,
enfin, non pas que je sois un alcoolique, hein, de toute façon, je tiens à le dire, mais bon, je suis capable de tenir 3 caipirinhas au Brésil. Donc je m'étais dit: «Arrêtons», j'ai marché 5 heures en tongs, je me suis ouvert le pied, j'ai fait une cloque. Bon, je pense que ça arrivait à tout le monde de remettre ses cloques en vacances et enfin ses cloques, de remettre ses tongs en vacances et de se dire: «Ah merde, ça mérite le pied» ou avec des chaussures neuves et cetera. Mais de là à être immobilisé pendant 3 jours, sans pouvoir marcher, surtout que je me retrouve sur une île, il y a que des randonnées à faire ou aller dans l'eau. Je pouvais ni aller dans l'eau ni Mmh. marcher. Donc bon, c'était pas foufou. Et j'ai vraiment enchaîné et c'est vrai que l'enchaînement, au bout d'un moment, j'étais: «Laissez-moi tranquille, c'est juste que, c'est les aléas des vacances et basta». Mais quand, j'ai eu que j'ai eu l'infection bactérienne, où j'ai vraiment failli finir à l'hôpital, que quand je commence à aller mieux, je reprends le pouvoir, c'est marrant de dire ça, mais je reprends le pouvoir sur le voyage, parce que je pense avoir un pouvoir sur quelque chose et que 3 jours après, j'ai une intoxication alimentaire, sachant qu'il y a rien dans la journée précédente qui qui me fait avoir cette infection. J'ai même passé la soirée avec un pote, on a bu 2 caipirinhas. Lui, il n'a pas été malade du tout et on a bu la même chose dans les mêmes endroits. Donc j'ai pas de preuve en plus de qu'est-ce qui m'a apporté quoi que ce soit. Mais là, je me suis dit: «Effectivement, c'est quand même bizarre. Je devrais peut-être un peu écouter pourquoi tous les 3 jours il y a un problème». Sachant que je voyage beaucoup et que ça ne m'est jamais arrivé. Et donc ma psy m'a vraiment dit à un moment donné: «Attention, parce que si vous continuez à jouer ce jeu». Et donc là, déjà je fais un petite parenthèse, mais connaissez le jeu que vous menez et qui n'est peut-être pas bon pour vous. Donc l'importance, de connaître ses propres schémas, d'aller voir un psy, un thérapeute, que enfin, moi ça fait 4 ans que je bosse avec ma psy, elle me connaît très bien. Quand je vais la voir là, elle fait le fil de l'histoire et elle sait très bien quoi me dire, elle sait très bien où j'en suis et justement, elle m'a dit: «Il est temps», elle me dit: «Il est temps Nicolas que je vous dise que vous êtes un homme de pouvoir et qu'il va falloir arrêter de vouloir mettre le pouvoir sur tout. Les gens, les relations, les voyages, les projets». Je l'ai un peu dit hein, tout à l'heure, quand j'ai dit je vais reprendre le pouvoir sur ce voyage. Je- c'est pas positif pour moi quand je le dis. C'est que je vois bien que c'est un schéma répétitif. Mmh. Et donc, à partir de là, c'est connaître soi-même quels sont le schéma qu'on a mis en place et qui nous a servi pendant des années. Il n'a pas été négatif en général ce schéma, mais à quel point peut-être aujourd'hui il ne sert plus et il nous bloque. Et moi, effectivement, ce pouvoir amène à du contrôle, amène à de l'anxiété et ça m'a amené à des TOC que j'ai découverts il y a quelques mois, sachant que j'ai des TOC depuis quasi 20 ans. Mais je ne m'en rendais pas compte. Et mes amis le savaient, quand j'ai dit que j'avais des TOC, les gens m'ont dit: «Bah oui, bah, t'es un peu toqué quand même». Bah, non, mais moi je ne savais pas. Enfin, moi, je savais que j'étais un peu, ouais, un peu carré, quoi, mais en fait, j'avais pas compris que passer 6 heures à chercher une place de concert pour avoir la meilleure place en regardant le plan 3D du Stade de France et vraiment pendant 6 heures, je regarde les places sur un plan 3D de Stade de France. Bah, c'est vrai qu'à l'époque, enfin, il y a quelques mois, ma thérapeute comportementale et cognitive m'a dit: «Mais vous savez que c'est pas normal». Je dis: «Ah bon? Les gens passent pas 6 heures à regarder un plan 3D pour trouver des places au Stade de France?» Et c'est comprendre ces schémas pour mieux, du coup, pouvoir désamorcer. Donc c'est pour ça que c'est assez difficile de donner une réponse précise parce qu'en fait, c'est se connaître, voir où on peut tomber dans des pièges qui, à l'instant T, ne nous servent plus et on veut bouger et comment on peut, bah, du coup, faire un date, à 18 heures parce qu'on a décidé que là, on n'allait pas faire un montage jusqu'à 22 heures. C'est se dire: «Bon, ben, là, on est lundi, on va peut-être faire un ciné, il y a Dragon au ciné, j'aimerais bien le voir». Enfin, tu vois, c'est, Mmh. essayer de voir, mais je dirais, mais c'est par rapport à sa propre connaissance personnelle. Mmh. Ça sert à enfin, quelque part, ça sert à rien de faire des choses. Je pense qu'on est tellement unique que c'est vraiment bien de se connaître avant de mettre en pratique les choses des autres. Ouais. Comme tu dis, ce serait con de se faire exprès de se donner du temps libre parce qu'il faut que et parce que quelqu'un a dit qu'il faut que et du coup être dans un faire, on va dire, camouflé, Ouais. alors que qu'il y en a pas besoin et que c'est pas forcément le truc qui nous correspond et cetera. Mmh, totalement. Mais l'année dernière, quand j'ai fait une retraite, enfin, c'est pas une retraite puisque je me suis organisé moi-même mon temps de pause, je suis parti sur une péniche au milieu de la Bretagne, au milieu d'un lac. Pendant une semaine, j'avais, ni livre, ni téléphone, ni musique, ni ordi, j'avais rien, c'était, le rien. C'était de la marche méditative, faire à manger, calmement, manger calmement, dans le calme, dans la lenteur, méditer
écrire, j'avais quand même des carnets et des feutres. Je laissais libre cours à mon imagination. J'avais mis mon propre cadre. J'ai souvent été dans le cadre des autres, ça m'a beaucoup aidé, mais là, j'ai eu envie d'avoir mon propre cadre. Et je me souviens que j'ai fait un podcast expliquant comment la retraite, enfin ma retraite de silence sur la péniche avait été incroyable, etc. Parce qu'elle l'a été, parce que j'ai eu des réponses, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Et je me souviens que un ami médium, celui qui m'avait d'ailleurs suggéré de tout couper, je l'avais invité dans mon podcast après la retraite, déjà pour le remercier en fait, de m'avoir poussé à faire quelque chose que je n'aurais jamais fait. Et il m'a dit attention, attention de ne pas passer le message aux gens, partez en Bretagne sur une péniche pendant une semaine, vous allez changer votre vie. Parce qu'en fait, il dit ça peut tuer, je grossis le trait, mais ça Mmh. peut détruire quelqu'un d'être face à la solitude. Toi, tu avais besoin de cette solitude-là. Mais pour des gens, ça va être très nocif de se retrouver sans personne pendant une semaine. Et c'est vrai que moi, j'ai tendance toujours dans mes expériences à dire c'était génial. Mais maintenant, je dis c'était génial pour moi à un moment donné. Si vous vous sentez appelé, faites-le. Mais si vous sentez que ça va être une angoisse de vous retrouver sur une péniche seule au milieu d'un lac, euh, bon, peut-être qu'il faut pas le faire. Peut-être qu'il faut le faire encadré avec Mmh. quelqu'un qui vous dit quoi faire au bon moment, méditer, tout ça, ou même un vipassana. Enfin, peu importe. Encore une fois, trouver son propre outil ou sa propre façon de faire. Ouais, j'adore et c'est ce que je vois beaucoup avec les réseaux sociaux. On est beaucoup dans le: «Moi, je m'éclate, moi, j'ai un truc, faites-le». Et on crée ces fantasmes, tu vois? Comme le fantasme à Bali, il y en a qui adorent Bali parce qu'en vrai, ils ont pas de famille, pas d'amis en France et que quand ils vont à Bali, ils vivent leur meilleure vie, parce qu'ils adorent le la chaleur. Il y en a d'autres, ça va être le pire cauchemar, ils aiment pas la chaleur, ils ont tous leurs amis, toute leur famille, en France et ils vont juste se dire: «Ah ouais, la personne a dit que c'était génial, que c'était le rêve ultime, j'y vais» et ça me correspond Ouais. pas et je trouve qu'avec les réseaux sociaux, on a beaucoup tendance, du coup, d'un point de vue à la fois business et parce que quand on a découvert un truc, on aime tous le partager, normal. Moi, j'ai découvert un truc qui a changé ma vie, j'ai pas envie de dire: «Tenez, je vous le dis pas, je le garde pour moi». On a envie de le partager, mais comme tu dis, on a tendance à oublier que, bah, c'est pour nous, par rapport à notre système à nous et que, bah, pour quelle la personne d'en face, c'est peut-être pas forcément, son kiff, ultime, quoi. Donc, Mm. merci à toi pour ce rappel. Ouais, j'avais interviewé Chloé Bloom et je me souviens que j'avais beaucoup idéalisé Chloé Bloom, qui est une influenceuse bien-être, qui justement vit à Bali, elle a son mec, elle fait des podcasts qui cartonnent, elle fait des réels, elle est tout le temps magnifique. Enfin, elle a des cheveux incroyables, une peau incroyable, enfin, elle danse en talons, enfin tout ça. Il y avait un truc, j'étais là, mais moi, je vais être une meuf comme ça, tu vois. Je peux pas, mais tu vois, dans l'idée, tu vois le truc. Et, euh, et je me souviens qu'en l'interviewant, elle m'avait dit, mais plein de gens ne veulent pas avoir ma vie. Mmh. C'est ce que je montre sur les réseaux, c'est pas la vie de tous les jours. En ce moment, ma mère a des problèmes de santé graves. Moi, j'ai choisi d'être à Bali, je la vois pas. Et puis, c'est beaucoup de choses qui se passent derrière. Et elle dit des fois, moi, je veux qu'on enlève le nom Chloé Bloom et je veux juste faire de la poterie avec mon mec. Et en fait, c'est ça mon kiff, quoi. Ouais. Et je pense que c'est important de toujours voir qu'il y a une arrière-boutique. Il y avait une phrase qu'il faudrait, je l'ai notée quelque part, enfin que je la retrouve, mais c'est cette idée. En tout cas, l'idée, c'est arrêtons de comparer notre arrière-boutique avec la vitrine des autres. Ouais. Et ça, ça me fascine parce que quand on regarde Instagram, on est en train de comparer, tu vois, quand je suis chez moi, là, dans mon 22 mètres carrés parisien, et que je regarde, la plupart des comptes que je peux suivre, bah, c'est vrai que je vais me comparer sur les gens qui ont une réussite, où ils vivent dans des villas, dans des machins, dans des trucs. Mais à côté de ça, moi, j'ai créé une vie où je voyage 2 mois dans l'année, puis 2 autres mois, je suis en Bretagne en famille. Enfin, je suis pas dans mon 22 mètres carrés tout le temps et du coup, tu as des gens qui me disent: «Mais c'est incroyable, tu es tout le temps en vacances». Et j'ai les avantages et les inconvénients parce que oui, je suis peut-être plus en vacances que toi, mais toi, tu vis dans une grande maison quand même. Enfin, avec un jardin, enfin, en fait, c'est de regarder, en fait, c'est justement arrêter de comparer ce qui n'est pas comparable par rapport aux vies de chacun. Ouais. Bah, tu vois, je sais pas si je suis clair dans ce que je Ah dis, mais si, si, c'est totalement, mais c'est casser et ses fantasmes et se dire que ce qu'on voit, comme tu dis, il y a toujours une arrière-boutique et toujours ce fameux prix à payer, comme tu le dis. ouais, Chloé mais Bloom, elle est belle tout le temps, mais putain, le temps qu'elle doit passer sur ses cheveux à faire des masques et tout ça, où moi je serais incapable de le faire, à prendre soin de sa peau, mettre les crèmes tous les matins, le patati, la petite routine, le ouais, truc heu, moi écoute, mes cheveux déjà si je les lave, c'est déjà bien, on va pas là dans le masque et la peau, je mets rien dessus.
mais par flemme en fait. Et je trouve que on a tendance à oublier sur le travail qu'il y a à faire déjà pour avoir cette vitrine, et aussi que ce n'est qu'une vitrine et que il y a toute l'arrière-boutique où Mm. et moi je le vois aussi avec des enfants. Souvent je me compare et à des entrepreneurs qui n'ont pas d'enfants. Mais en fait, c'est incomparable parce que je ne veux pas travailler le week-end, les enfants ils cherchent à 17h, enfin bref, ça rajoute plein de contraintes. Et on a tendance vraiment, quand on scrolle, comme tu dis, à se focaliser sur là où je suis là tout de suite et là où est Mm. l'autre dans sa vitrine, alors qu'on compare deux instants T qui n'ont strictement rien à voir. Oui, et moi, je sais que c'est plus trop le cas, mais j'ai été très bon à mettre des stories de vacances alors que j'étais plus en vacances. Oui. En plus, la réalité des fois des stories, des fois, tu es sur ton canapé et tu mets une photo où tu es à la plage, quoi, tu vois? Et en fait, c'est pas du tout le cas. Donc là, c'est vraiment, là, c'est le métaverse, quoi. Et tu as Ouais. interviewé, Julien Musi. Julien Musi, je me souviens que, bah, j'ai eu la chance de l'interviewer aussi et il m'avait expliqué à quel point il s'est retrouvé où il avait il avait tout réussi ce qu'il voulait. Il avait généré là ses, 10 millions d'euros en Ouais. 4 ans, il avait trouvé une nana, il vivait dans une maison à Bali à 10 000 balles le mois, donc autant te dire que c'est une belle maison et il m'avait dit: «Je n'ai jamais été aussi malheureux Ouais. qu'à ce moment-là». Et il a besoin, bah, un peu comme moi, tu vois, c'est d'aller au bout de son fantasme pour te dire: «Bah, ouais», et puis c'est là qu'il a totalement changé. Mais je pense que moi, je trouve intéressant, en fait, ce genre j'allais dire de vie, de méthode, en tout cas de façon de faire. C'est quand même d'aller au bout, quoi, de tenter et de se dire: «Bah, en fait, ça me convient pas» ou «Ça me convient plus». Ça m'a convenu, il y a des choses qui conviennent, mais à un moment donné, ça ne me convient plus et du coup, je décide de changer. Et tu as raison, sur ce point-là, je suis comme ça. Il y a plein de conseils, tu sais, tu les as entendus des milliards de fois, mais tu as besoin de le vivre par toi-même pour le comprendre. Genre, je sais que moi, tu sais, de la course au chiffre d'affaires dans l'entrepreneuriat, j'avais écouté plein de gens qui m'avaient dit «Tu verras, à chaque palier, tu pourras plus et cetera, tu t'arrêteras jamais». Moi, je me dis: «Non, moi, je serai pas comme ça, tu vas voir, je vais me fixer les 10 000 € par mois et puis je voudrais m'arrêter et cetera». Et puis, en fait, tu arrives au truc que tu as fantasmé et là, tu prends conscience que: «Ah ouais, ce qu'ils avaient dit, en fait, ils ont raison. C'est vrai que les 10 000 € par mois, ça change strictement rien et qu'en fait, c'est une course sans fin et cetera». Et on a beau le savoir, comme tu dis, j'ai l'impression qu'on a besoin d'aller au bout pour vraiment l'intégrer et se dire: «Ah oui, OK, je comprends». Intégrer personnellement et encore une fois, arrêter de regarder la vitrine de l'autre. Parce que quand on atteint cette vitrine-là, bah, en fait, on voit l'arrière-boutique et on voit que pour avoir cette vitrine incroyable, bah, des fois l'arrière-boutique, elle est un peu en bordel, quoi, et elle est un peu moisie, en fait. Et là, on se dit: «Ah, c'était peut-être pas ma mission de vie, c'était peut-être pas ce que j'avais envie», et ça fait mal Ouais. et c'est douloureux. Bah, c'est un peu tout ça pour ça. Ouais, d'où l'importance du chemin. Mmh. Et je te le dis, vraiment, je te le dis, je me considère pas comme être un exemple de perfection là-dessus, parce que des fois, même avec le podcast, le chemin, il est douloureux, quoi. Quand le fait est, et c'est de ma faute, hein, je peux me flageller, hein, mais de tout faire moi-même, bah, honnêtement, si je gagne là, l'euro-million, les 250 millions, je pense que j'arrête pas le podcast, mais je prends une équipe Ouais. et je vais faire mes interviews en studio. J'interviewe tous les gens que j'ai envie, mais par contre, je ne gère rien en technique. Et je me fais des affiches 4 par 3 dans le métro et j'atteins les 80 millions d'écoutes pour le kiff et pour voir ma gueule dans le métro. Tu vois? Et allez, j'y vais à fond. Je veux briller, je veux la diva. En fait, je brille dans mon unicité qui est mon essence personnelle. Où oui, il y a un peu d'ego et je suis OK avec cet ego-là. Ça n'empêchera pas d'être tranquillement chez moi sous mon plaid aussi à regarder des séries Netflix, mais en tout cas, je vais vraiment au fond de ça. Mais du coup, j'enlève tout ce qui m'emmerde. Et c'est un peu ça, c'est cette idée qu'à un moment donné, heu, là, je vois à quel point le chemin, même si on doit se concentrer sur le chemin, des fois le chemin il est pas si simple. Il y a beaucoup de cailloux, il fait mal aux pieds et c'est trouver le juste milieu aussi. Et c'est faire les choix après, c'est faire les choix. C'est vrai que pour l'instant, moi, je suis pas prêt à déléguer parce que déléguer des montages de vidéos, d'1 heure, plus les réels, ça coûte un bras. Pas enfin, Mmh. et après, je mets pas les actions en place. Ça, c'est un truc aussi, je pense, enfin, et là, je parle pour moi, mais peut-être que certains vont se reconnaître, c'est qu'il y a des options possibles et honnêtement, je les mets pas en place. Le nombre de fois, on m'a dit: «Prends un stagiaire». Je dis: «Ah ouais, je peux pas». «Si, tu peux». Bah là, on me l'a redit 2 fois la semaine dernière. Je me dis: «Eh, quand vas-tu entendre le conseil qu'on te donne?» Pourquoi, quand on me donne des conseils,
pourquoi j'ai des espèces de syndrome de je suis capable d'y arriver tout seul. Ouais, mais même, Tu un vois? assistant, enfin moi je remercie Thomas, mon assistant qui fait tous mes montages. Tu peut-être bon en montage, moi je suis pas très bonne. Je me suis dit: «Mais mon niveau de montage, un assistant, il peut faire pareil que moi, voire mieux que moi». Un monteur fera forcément mieux, mais déjà rien que pour imiter mon niveau, il faut pas un bac+10. Et je sais que je délègue à un assistant parce que comme toi, moi les montages, c'est ça prend trop de temps, quoi. Mmh. Ouais, ouais, oui. Mais en tout cas, je pense on revient encore, tu vois, même en t'en parlant, je reviens à cette idée d'apprendre à se connaître le mieux pour savoir faire des choix en adéquation avec là où on est bon et qu'est-ce qui résonne le plus. Mmh. Et c'est vrai que c'est fou. Moi, j'aime bien l'idée de ne pas. J'ai l'impression d'être un expérimentateur, d'être un messager. Et mon message ne marche pas en prenant la posture d'un gourou qui sait tout. C'est cette idée, en tout cas, que je veux pas paraître un gourou, me mettre en posture de gourou. Ça m'intéresse pas. Je préfère être un messager, un expérimentateur. J'arrive pas à faire autrement. Et ça m'énerve d'entendre des gens qui te donnent des vérités comme si c'était la vérité. Je pense que autant quand je suis interviewé que quand je fais mes interviews, j'aime avoir du concret. Je supporte pas qu'on me dise si tu veux sortir du chaos, tu dois faire ça. Ce que tu vas trouver presque dans un livre de dev perso et la personne dans l'interview, elle va te dire tu dois faire ça parce que le chaos, c'est renaître de ses cendres. Et puis tu vas voir les cadeaux cachés et tu vas être un phénix. Et c'est génial. Vis le chaos, accepte-le. Et je me souviens, d'interviewer, et je l'adore, attention, hein, d'interviewer Anne Guéquière, du podcast Métamorphose. Je rentrais, d'Inde, j'avais, j'avais mis fin à ce coup de foudre que j'avais eu en Inde, donc je rentrais quand même avec un cœur qui n'était pas en super forme et je mettais fin à 9 ans de relation. En termes de double, je mettais fin à une relation qui m'avait sécurisé, quelqu'un que j'ai aimé profondément pendant 9 ans, et j'ai mis fin à un coup de foudre, le truc qui fait très très mal. Et je déménageais dans un 17 mètres carrés après un 60 mètres carrés haussmannien avec cheminée, traversant, etc., etc. J'avais dit à Anne, t'es gentil avec ton chaos, mais là, moi, je traverse ça en fait. Donc il va falloir que ce soit un peu plus concret. Parce que là, le phénix qui renaît de ses cendres et qui voit les cadeaux cachés, vraiment, il va falloir être un peu plus concret. Et j'aime bien cette idée-là. Moi, j'aime bien mettre les gens face à la réalité. Et Ouais. du coup, c'est pour ça que je ne cherche pas à paraître incroyable parce que je ne le suis pas et je suis juste un petit mec en chemin qui réalise ses rêves comme il peut, et comme il a envie, avec audace, en osant, mais avec tout le package qui va avec, les remises en question, les peurs, les doutes, les craintes, et qu'en fait, bah, j'ai même pu côtoyer. Alors, je dirais pas que c'est tout le monde, j'ai pas envie de mettre tout le monde dans le même panier non plus, et je connais pas l'arrière-boutique de tout le monde. Clairement, clairement, j'ai vu des gens qui avaient, soi-disant écrit un bouquin de dev perso qui cartonne, et quand tu les vois en off d'une interview, bah, ils ont plein de peurs, plein de doutes, et c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'il y a écrit dans le livre. Mmh. Moi, j'ai choisi d'être dans la transparence en tout cas et de dire: «Bon, ben, je pense que j'ai des choses que je peux apporter, je pense que j'ai fait pas mal de choses qui montrent qu'on est capable de réaliser nos rêves et d'être d'avancer». Mais j'aime bien dire, bon, bah, des fois ça va pas quoi, et puis bon, bah, oui, là, le voyage au Brésil, c'était chaotique, et puis ensuite, j'ai voulu adopter un chat et puis, bah, c'était pas le bon moment, et je me suis pris une nouvelle claque, et non, c'était pas simple, c'était pas fluide, et ma vie n'est pas simple et fluide. Des fois, elle est top et des fois, elle l'est moins. Des fois, les projets marchent et puis des fois, ça marche moins bien, et j'aime bien cette idée-là, en tout cas, j'aime bien passer le message de, hem on m'a souvent dit: «C'est fou, tu es quelqu'un de solaire». Je dis: «C'est quand même dingue parce que les 2 derniers épisodes où j'ai parlé, c'était je sais plus, il y a quelques mois, franchement, j'étais là, je suis au fond du trou, ça va pas et cetera», et les gens me disent: «Ah, j'adore ton podcast, tu es solaire», et je me dis qu'on peut aussi, enfin c'est ma personnalité, je dis pas qu'il faut être comme ça, mais en fait, essayer de garder une lueur d'espoir malgré tout. Même quand je dis, «Bah, en ce moment, ça c'est pas le top, en ce moment, je traverse, telle situation», bah, c'est montrer qu'on est un être humain, et j'aime bien cette idée de montrer, ben, que je peux rebondir et cetera, si ça peut inspirer, et du coup, j'aime bien les gens, en tout cas, qui arrivent à avoir ces messages avec toutes ces ambivalences et ces paradoxes qu'est l'être humain. David Laroche est très bon là-dessus. En ce moment, il partage énormément, et même son dernier séminaire c'était à Genève. C'était complètement fou. Il pleurait tout le temps.
sur scène. Le nombre de fois où il avait les larmes aux yeux, où il parlait de son envie d'avoir un enfant, qu'il n'y arrivait pas avec sa femme, et j'étais là, c'est fort parce que c'est quand même un truc de dev perso, on censé te motiver Mmh. et en fait, il montrait tellement de vulnérabilité et ces blocages du moment, j'ai trouvé ça fascinant. Ouais, mais je suis comme toi, je pense que c'est beaucoup plus puissant, en vrai, pour, faire avancer les autres, de montrer sa vulnérabilité, que montrer le fantasme qui, pour moi, fait avancer personne, fait juste, faire les moutons, beh, vas-y, on court après le même fantasme. Alors que la vie, c'est pas ça. La vie, pour tout le Mmh, monde, c'est des hauts et des bas, même pour les personnes les plus célèbres, même pour les personnes qui disent avoir tout compris à la vie, qui ont découvert le miracle, de la vie et comment marche la vie. Heu, je pense que c'est ouais, impossible d'avoir une vie sans haut et bas, c'est impossible que tout aille bien. Même les entrepreneurs qui disent: «Ouais, je suis sécurisé», je connais aucun entrepreneur qui dira en off: «Moi, je suis sécurisé». Même si tu fais 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, tu es pas sécurisé parce que tu as tes équipes, sous toi. Du coup, mmh, moindre variation: «Mince, comment je fais pour payer mes équipes?» heu et et c'est ce que j'aime bien aussi dans le message de la vie de la Roche, c'est la vie est un paradoxe. Elle est faite de paradoxes et il ouais. faut les assumer. Mais tu vois, il y a des personnalités, je sais pas quel est ton avis là-dessus, mais tu vois, une personne comme, Franck Lobvet, des fois je me dis: il semble tellement intègre». J'ai du mal à, j'ai l'impression que je sais, j'ai du mal à le comprendre moi au final, je Alors sais moi, pas j'ai fait si son immersion justement, de 5 jours. ouais, j'ai adoré ton épisode sur le sujet. Et il parle de ses galères. Justement, il te le dit, la vie apparemment il y a du pourri, il y a du bien, il y a du et je trouve que justement en immersion, tu il met beaucoup plus en avant tous ces paradoxes et par contre lui sa façon de faire, c'est un peu, «Arrête de te prendre la tête quoi, accepte». Mmh, Et ouais, il va te brutaliser un peu là-dedans en mode, c'est des histoires que tu te racontes, ce que tu vis, c'est que ta perception, tu peux changer tes perceptions, tu peux décider de te lamenter pendant, 30 ans ou te dire: «Allez, j'avance» et mais en tant que personne lui-même, il partage en tout cas dans ses immersions, ses galères, mmh, donc c'est pas facile, donc être en couple, tu as l'impression que leur couple, il va toujours bien, ils font plein de séminaires aussi sur le couple. Il te dit: «Non, on est comme tout le monde, on se prend la gueule, on se tape dessus, mmh, on se chie dessus». Heu et c'est juste que, bah, tu avances avec les difficultés, tu avances avec, tes hauts et tes bas. mmh. Ça, c'est quelque chose, tu vois, pour moi, qui est encore compliqué, c'est que depuis la rupture, il y a 2 ans, heu, ça m'emmerde parce que des fois, je pense qu'il y a un bénéfice de rester dans un espèce de, de petit chaos, post-rupture, parce que je pense que ça me sert dans mon podcast. Je pense que ça sert ma communication. Ça, c'est quelque chose sur lequel j'essaie de faire attention, de pas tomber dans une victimisation brillante. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est je suis assez bon, tu vois, le voyage au Brésil, bien que ce fut la merde, j'ai quand même réussi à en faire des épisodes, qui cartonnent, de faire des réels avec de la musique émouvante, je c'est peut-être un talent que j'ai, mais du coup, je m'enferme assez facilement dans ce que je dans quoi je suis en quoi je suis bon, ben, je le mets en pratique. Si je suis bon à créer du contenu et à raconter des histoires, ben, je te les raconte. Mais en même temps, bah, depuis ma rupture, je me dis: «À quel moment tu vas pouvoir annoncer, que tu as trouvé un mec, que tu vas bien et que, enfin, que tu vas bien, que tu as des problèmes de couple?» parce qu'il y aura toujours des choses à raconter. Mmh. Mais tu vois, moi, je trouve ça long là, 2 ans. Là, ça va être vraiment là, on est en juin, donc ça va faire 2 ans. Ça c'est long pour moi d'être toujours, dans l'attente. En fait, c'est quand tu parlais de Franck Lobvet et de ses perceptions, c'est je me dis: Ouais. «Pourquoi je ne change pas mes perceptions de cette rupture? Pourquoi je n'arrive pas à passer au-delà de me raconter toujours cette histoire que j'ai perdu la sécurité, bla 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 bla». Donc il y a des choses des fois que je trouve qui sont pas évidentes à à dépasser, Mmh. dans nos traumas, nos blocages, nos schémas encore une fois et que j'ai l'impression que ça peut demander du temps des fois d'accepter réellement, ce qui se joue en nous et comment réussir à retrouver, enfin à tourner la page en fait. Peu Ouais, importe d'ailleurs le domaine. bah, comme tu dis, je pense que en tout cas dans ce qui est rupture, pour moi, c'est vraiment une question de perception. Tu as perdu de la sécurité, mais sous quelle autre forme tu as retrouvé de la sécurité? À essayer de changer ta perception et surtout aller te creuser, tu l'as dit, c'est quels sont les bénéfices à ce que je reste dans cette posture de j'arrive pas à m'en remettre? Parce que Ouais. peut-être qu'en mettant le doigt sur les bénéfices, ah bah, je sais pas, ça me fait des bonnes histoires à raconter, pour mon audience. Ah bah, ça fait ci, ça fait ça.
prendre conscience, OK, est-ce que je peux pas trouver un autre moyen de raconter des belles histoires que sur cette rupture? Est-ce que je peux pas, je sais pas, bénéfice, ne pas mettre une croix sur cette relation? Est-ce que je peux pas, faire vivre cette relation sans avoir ce truc de j'arrive pas à m'en remettre? Et aller creuser ça, c'est ce qui te, je pense, te fera avancer. Après, chacun avance à son rythme, mais c'est là où pour moi, tant que tu as des bénéfices à rester, et pour toute personne qui a un trauma, tant que tu as des bénéfices à te rester dans cette histoire de trauma, tu arriveras pas à en sortir. Hmm. D'où l'intérêt d'aller pointer les bénéfices. Ouais, totalement. Bah, tu vois, si je t'en parle, c'est que déjà j'ai une conscience Ouais, là-dessus et que c'est un chemin sur lequel j'avance. Et comme je te dis, c'est parce que c'est un peu comme une série, quoi. Bon, on va terminer la saison, hein, on va passer à la saison d'après quand même. Ce sera intéressant, quoi. Je sais pas, un nouveau mec, un truc qui peps, et puis au moins parler des engueulades avec le nouveau mec. Et puis j'interviewerai des spécialistes et des coachs en amour pour dire, moi j'en ai ras-le-bol, mon mec ça se passe comme ci, comme ça, et puis hop, on sera sur la nouvelle saison. Et tu vois, je suis presque en attente, quoi. Je suis là, allez, Netflix, c'est bon, vas-y, ouais, mais on... pourquoi il y aurait pas une saison intermédiaire? Tu vois, celle où t'as pas le nouveau mec, mais t'es bien. Et tu d'autres problèmes. Tu sais, pas des problèmes de couple. Tu peux, j'ai beaucoup eu de coacher, je coach aussi pour Mentor Show. Et donc, il y a beaucoup ces Oui, thématiques de coaching de vie, mais sur les personnes qui sont seules et qui ont justement personne. Et il y a tout un tas de personnes qui se reconnaîtront peut-être dans le Nico qui n'est pas en couple, qui n'a personne ouais. et qui a des problèmes de personnes non en couple. Je sais pas, moi, quand tu vas voir tes potes qui sont en couple et c'est super chiant, quand tu vas. Et tu vois, tu peux faire une saison intersaison, la vie de non-couple. Totalement. Merci Alexandra de pointer cette intersaison qui, bizarrement, et ça montre bien mon fantasme, qui est une vie complète se vit qu'en couple. Et de Ouais, voir exactement. que je reviens toujours à cette idée-là comme si je n'étais pas assez tout seul. Et ça c'est même d'ailleurs ce que j'ai vu avec ma psy. Et c'est pour ça qu'il y a des remises en question. C'est arrêter de faire les choses pour les autres. Mm. Arrêter justement. Le fait est d'aimer briller et de faire les choses bien en brillant, parce qu'encore une fois, moi je le vois vraiment pas péjorativement, je vois quelque chose d'assez positif. Il faut bien qu'il y ait des gens qui brillent. Il faut bien qu'il y ait des gens qui fassent des podcasts, des vidéos, des machins, des trucs. Maintenant, souvent, les gens qui font ça, il y a quand même un désir de reconnaissance, quelque part, et je vois que moi, ça dirige ma vie, le nombre d'écoutes, le nombre de vues, le nombre de machins. Et du coup, je donne ma valeur à l'autre. Et c'était hyper intéressant au Brésil de voir à quel point j'ai vécu des paradoxes. Le Brésil a été incroyable. C'était fou parce que c'était une semaine après le séminaire de David Laroche qui nous a parlé de paradoxes pendant 3 jours. Et là, d'être au Brésil, les paradoxes, mais c'est de rencontrer des Français de me retrouver, on était sur une plage, sortie bateau, etc., de me retrouver à être le centre du monde à partir du moment où ils découvrent que je suis journaliste et podcasteur. Il y en avait une qui était fan de Faustine Bollard, donc l'émission Ça commence aujourd'hui sur laquelle je bosse. Et tout d'un coup, les 10 personnes autour de moi, j'étais devenu Dieu. Enfin, j'exagère un peu, mais Mm. c'était waouh, c'est incroyable. Et t'as bossé sur quoi? Et c'est comment la télé? Et Faustine, elle est sympa. Et ton podcast interview qui? Etc., etc. Et j'étais monté sur un piédestal tout d'un coup. Et moi, ça me rassure parce que j'ai tellement peur du rejet que si je suis monté sur un piédestal, au moins on va m'aimer. Donc, il y a je le vois bien, ce truc qui se met en place. Et une semaine après, je passe 3 jours. Donc, c'est long, 3 jours avec un groupe de Français, ils ne m'ont posé aucune question en 3 jours. Aucune. Aucune. J'ai pas réussi à connecter. Moi, j'en ai posé plein. Mais même en connectant, j'étais là, mais faut enlever l'armure, les mecs, hein, parce que franchement, vous êtes un cœur d'acier. Enfin, j'arrivais pas à connecter. Et le dernier jour, il y avait un repas et l'une des filles me regarde. Enfin, on était en repas, donc on parlait un peu quand même, hein. Et elle me dit comme ça, ah, j'ai vu ton Instagram hier. Et c'est tout. Et c'est tout. Et elle part sur autre chose. Et moi, je sais que ça peut paraître anecdotique, mais ça me touche tellement. Donc je suis pas intéressant, donc je suis pas aimable, donc mon Instagram, il est pas assez bien pour qu'elle ne rebondisse pas dessus. Ah bah donc en fait, mon podcast ou mon métier ne l'intéresse pas, donc je ne suis pas intéressant. Et j'ai adoré, et ça, je peux t'en sortir des dizaines des exemples au Brésil où je vivais des situations inverses. Et je trouvais ça fascinant. Et ça m'a beaucoup appris sur à quel point dans la vie on vit des paradoxes et à quel point effectivement, même David Laroche le met en avant. Applaudissez-moi, mais je ne le prendrai pas comme j'ai réussi. Et si on fait des vidéos de moi qui me critiquent sur Internet, ça ne me définira pas non plus. Mm. Je prends du recul parce que je me connais assez.
Et je pense que j'ai toujours réussi à faire des choses et je te l'ai expliqué, mais dans cette idée de on me dit non, bah, je vais montrer que je suis capable. Mine de rien, mes challenges, je les réussis aussi via le regard des autres. Ouais. Et je suis peut-être arrivé à un stade de ma vie où aujourd'hui, c'est bah, comment je peux faire les choses en les faisant pour moi et plus pour l'autre. Euh, bon, là, c'est en cours, hein. Et là, c'est le vide. Et là, c'est un peu le vide, effectivement. Changer ses propres schémas, pour moi, c'est pas évident. Je pense que c'est bien d'aller les titiller. Ça m'est souvent arrivé, et je le questionne avec mes invités dans le podcast, c'est est-ce que ça vaut le coup de travailler sur soi? J'adore poser cette question. Parce qu'en fait, on voit, et puis je côtoie des gens qui bossent sur eux depuis 20, 30, 40 ans, et ils continuent les stages de développement personnel, ou ils continuent les stages de tantra pour reconnecter à leur sexualité. Je suis là, mais au bout de 20 ans de tantra, t'as pas reconnecté à ta sexualité? Enfin, je me dis, ça a dû fonctionner, quoi. Et du coup, je me dis, mais à quel point travailler sur soi amène les bonnes réponses, et à quel point c'est pas retourner tout le temps. Enfin, je me dis: «Est-ce qu'il y a une fin?» Moi, c'est souvent la question que je me pose. Ouais, moi, je suis persuadée que non et je suis persuadée, en effet, que ça rend pas plus heureux. Je suis persuadée, bah, les imbéciles, il y a une citation là, «Les imbéciles heureux» là. Je pense que plus tu es con, moins tu te poses des questions, plus tu es heureux. Plus tu te poses questions et tu cherches le sens et cetera, plus tu es malheureux et c'est un travail sans fin et c'est pour ça que pour moi, j'essaie toujours dans mon quotidien de prendre toujours un pas de recul et heureusement, j'ai un environnement familial de personnes qui sont pas du tout dans le dev perso et qui sont là justement pour me faire ce pas de recul régulièrement. Heu de se dire: «Attention, là, qu'est-ce que tu recherches? Est-ce que tu cherches à te connaître pour être plus heureux et cetera? Est-ce que tu peux pas déjà avoir juste être heureuse là avec ce que tu as, en disant que tu as pas besoin de plus de sens, de plus de ci, de plus de ça?» Tout ce qui est bonheur, finalement, c'est un état, c'est un truc que tu vis à Ouais. côté. Tu sais déjà que ça peut pas être stable sur la durée parce que c'est juste une émotion, en fait, c'est un sentiment, c'est un truc qui vient, qui Mmh. part et tout ça et du coup, je trouve que c'est bien d'être toujours dans cette quête-là, mais pas que ce soit l'objectif ultime. Parce que je pense que si Mmh. c'est ton objectif ultime de dire: «Je fais du dev perso pour mieux me connaître, pour être sûr d'être dans ma raison d'être, dans ma mission de vie, dans patati», heu, tu passes pas à côté de ta vie. Tu te rapproches à chaque fois un peu plus de la vie qui te correspond, mais tu pas apprécié le chemin. Alors que si tu dis: «OK, j'apprécie le chemin, si je peux aller plus proche de ma raison d'être, tant mieux, j'avance et j'apprécie», tu sais pas si tu vas au bout, mais c'est pas grave, tu t'en fous, tu avances. Là-dessus, je pense que les enfants sont une chance pour ce que tu dis là. Il y a des avantages et des inconvénients à avoir des enfants et c'est bien de le bien de le voir. J'ai pas d'enfants, mais j'ai des frères et sœurs qui ont entre 8 et 12 ans. Mon père s'est remarié, et cetera, et cetera. Donc je passe l'été souvent avec mes frères et sœurs qui ont entre 8 et 12 ans, donc sachant, je vais pas rentrer dans mes détails, de famille, mais ma belle-mère a mon âge. OK. Donc je pourrais être en couple avec ma belle-mère. Enfin, c'est pas le cas, mais dans l'idée, on a le même âge, quoi. Donc par conséquent, CQFD, je pourrais avoir des enfants de cet âge-là, Mmh. finalement. Et donc quand je me retrouve l'été, je passe du temps avec eux et si je passe autant de temps en Bretagne avec eux, là, je suis plus dans la performance de podcast, de travail, plus du tout et c'est un peu mes 2 mois de pause. Parce que quand je voyage, c'est un voyage qui est toujours un peu introspectif où je vais chercher quelque chose que je vais raconter. Ouais, c'est ce que tu as dit, si ton Et objectif c'est de toi, quand tu as parlé de tes voyages, tu l'as dit d'ailleurs: «Mon objectif c'est quoi? C'est de me vider l'esprit pour construire quelque chose de nouveau». Donc il y a cet objectif, ouais, de vide, mais pour un objectif. ouais, sachant que j'aime voyager, j'aime raconter des histoires, les 2 peuvent aller ensemble. Mmh. Mais c'est vrai que en en Bretagne, bon, je vais moins raconter, ma journée plage ou piscine avec les enfants, quoi. Enfin, il y a rien de particulier. On a été à la plage et puis ensuite on a été prendre une glace sur le port et on a regardé la mer et ensuite on est rentré et on a regardé un épisode de Drag Race parce que j'avais envie de leur montrer, les drag queens, à Paris parce que bon, c'est vrai qu'au fin fond de la Bretagne, c'est pas ce qu'ils regardent forcément et moi j'aime bien leur montrer qu'il y a plein de choses qui se passent dans la vie artistiquement et cetera et cetera et voilà, il se passe pas grand chose et le soir je regarde une série et j'ai passé une bonne journée. Et j'étais dans la joie et la connexion, humaine. Et je Mmh. pense que les enfants ramènent beaucoup à ça et j'ai été dans le fantasme à un moment donné de vouloir prendre un chat, dans ce but-là, de me ramener à une sorte de réalité. Sauf que j'ai découvert que attention à ne pas prendre un chat, pour te sentir bien et thérapeutique, parce qu'en fait, je voulais un chat autant que je veux un mec, pour les mêmes raisons.
Et j'ai vu que c'était pas la même chose. Et c'est d'ailleurs un point, je te le dis parce que moi ça m'a, j'ai adoré ça. C'est Albert Moukébert qui a fait, tu vois qui c'est? C'est un docteur en Ouais. neurosciences, Mmh. et en fait, il a parlé dans un épisode de podcast, de comment faire des choix. Et moi, il y a eu un tilt, un déclic. C'est qu'il expliquait que ça sert à rien quand on a une décision à prendre ou de faire un choix entre 2 choses. On peut se retrouver bloqué, on peut attendre évidemment, je parle pas forcément de la tarte au citron, et de la mousse au chocolat. Qui plus est d'ailleurs, il explique bien que tu as, ce qui est les choix mentalisés, à savoir, tu dois aller, à tel endroit, tu sais que tu peux aller en voiture, prendre tel chemin, mais si tu veux, tu peux peut-être prendre les transports en commun. Tu sais mentaliser, qu'est-ce que tu veux. Bah, tout comme si tu vas dans un resto que tu connais et que tu connais ta tarte au citron et ta mousse au chocolat, tu peux mentaliser quelque part où va ton désir. Mais tu as des choix qui sont non mentalisés. Je dois quitter mon boulot. Bah, tu sais pas trop, en fait, ce que tu vas trouver. Je veux avoir des enfants. Bah, tu sais pas trop ce qui va se passer. Avoir un chat. Ben oui, j'ai toujours eu des chats dans ma vie, mais enfin, un nouveau chat, c'est un nouvel être, je peux pas le maîtriser. Donc, c'est là que c'est intéressant le déclic, enfin, en tout cas, le conseil qu'il donne, c'est de ne pas faire une liste de pour et de contre, qui souvent amène à mentaliser quelque chose qui n'est pas mentalisable. C'est de regarder les inconvénients. En général, quand on a 2 choix à faire, on a un fantasme. Moi, Mmh. le fantasme du chat, c'était combler le vide. Un chat me fait des câlins, surtout quand il pleut à Paris et que je suis sous mon plaid avec un animal qui, me comble de câlins parce que je me sens seul. Bon, moi je rajoute le vide, le seul, mais dans l'idée, c'est, le côté compagnon qui est là pour moi. Sauf que lui, il dit autrement: «Quel problème le choix amène?» Donc de toujours en fait, le fantasme, les bénéfices sont souvent des fantasmes. Mmh. C'est pas forcément la réalité. Et donc lui, il décide de poser la question: «Quel problème es-tu prêt à accepter dans ta vie?» Et là, j'ai commencé à regarder le chat autrement. Quel problème ça va m'amener? Bah, je suis dans un appartement qui est pas très grand. Je suis dans un appartement qui a des fenêtres partout, au dernier étage. Et on m'a dit, je voulais un petit sphinx, donc c'est les chats nus. On m'a dit, va peut-être falloir mettre des moustiquaires. Ouais, enfin moi j'ai pris cet appart pour la liberté et le fait de voir le ciel et de voir les toits de Paris. C'est pas pour avoir un grillage devant. Les sphinx, au niveau de la litière, comme ça permettrait aux gens de savoir quelle est la différence entre un chat classique et un sphinx. Mmh. Ils ont tendance à manger 30% de plus, donc aller à la litière beaucoup plus, et ça sent 2 fois plus fort qu'un chat classique. C'est à prendre en compte quand on prend un sphinx. J'ai un canapé qui m'a coûté un petit bras, et en fait, il est en toile, et je sais que, oui, un chat sur du velours ou sur du cuir, des fois, il n'aime pas ça, mais en général, canapé en toile, ils aiment ça. Et j'ai commencé à lister les problèmes que j'allais accueillir dans ma vie en prenant un chat. Tout d'un coup, ça a diminué mon fantasme. Et j'ai fait ça pour, bah, si je prends pas de chat, fantasme, la liberté, la facilité de blablabla. Quels sont les problèmes liés à ne pas prendre de chat? Parce que c'est bien de regarder à équilibrer les 2. Si je prends pas de chat, je vais faire face à la solitude. En vrai, je vais continuer quelque part à faire face à moi-même. Et ben, en regardant quels problèmes je suis prêt à choisir dans ma vie à l'instant T, tout d'un coup, c'était beaucoup plus simple pour moi de renoncer au chat. Parce que j'étais pas dans le fantasme. Et j'étais dans qu'est-ce que je suis prêt à accueillir dans ma vie. Et j'ai adoré, en tout cas, sa façon de prendre le problème à l'envers. Comme il dit, c'est pas magique, mais ça peut servir à certains moments. C'est pas de regarder les points positifs ou négatifs, c'est vraiment se dire concrètement, parmi les 2 solutions, les 2 choix qui s'offrent à moi, quels sont les problèmes que je suis prêt à accepter dans ma vie. Bon, je sais pas si ça te Génial. parle. Mais... Ouais. Génial, j'adore en plus moi tout ce qui est équilibre de perception, c'est un peu ma méthode de coaching aussi, donc ça me parle énormément. Et merci à toi pour ce conseil. Je vois l'heure qui file. Est-ce que tu Ouais. aurais un dernier conseil pour ceux qui nous écoutent, pour bah, justement remettre du sens dans sa vie, se libérer du regard des autres, quelque chose que tu n'aurais pas dit et que tu aimerais partager? Euh, Moi, ce que j'aime bien dire, parce que ça reste néanmoins un mantra qui m'accompagne, c'est que ta vie avance au rythme des décisions que tu prends. Alors c'est marrant parce qu'on parlait justement là de décision. Euh, et pour moi, ça c'est hyper important parce que mes changements de vie ont eu lieu à des moments où j'ai décidé. Et donc pour moi, décider,
c'est avancer. J'aime pas d'ailleurs cette phrase qui est choisir, c'est renoncer. Choisir, c'est avancer, réellement. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est facile à mettre que c'est facile à mettre en pratique, mais je pense que ça permet de sortir de l'immobilisme, dans tous les cas. Quand bien même choisir une retraite de silence ou un moment de pause. En tout cas, c'est avancer pour laisser plus de place ou avancer pour faire, mais c'est en tout cas être en mouvement. Mon podcast, j'ai mis 6 mois à décider, à hésiter entre Oser by Nico ER ou Oser by Nico EZ. J'ai mis 6 mois au point que j'ai, imprimé des pulls à capuche avec, EZ, ER pour visualiser la marque que je veux créer et cetera et cetera. Et en fait, au bout de 6 mois, j'avais enregistré une quinzaine d'épisodes, mais j'avais toujours rien sorti. Et je pense qu'à un moment donné, il faut y aller, en fait. J'avais même les pulls sur mon canapé à dire: «Ah, lequel je préfère», j'arrivais pas. Donc il faut savoir trancher, même si on ne sait pas et en fait, avancer. Parce que la plupart du temps, quand on prend une décision, on peut revenir en arrière. Même si j'avais pris le chat, parce que j'y suis allé, pour adopter un chat. J'ai dit non, je l'ai pas senti, j'ai fait l'exercice d'Albert Moukébert, blablabla. J'ai finalement dit non. Mais même si j'avais pris le chat, bien sûr, ça va contre ma morale. Je suis pour la cause animale, et tout ça. Ça aurait été très compliqué pour moi de me séparer d'un animal, de le revendre ou de le donner à ma mère ou peu importe. On prend un animal, on a des responsabilités, c'est un peu comme un enfant. Mais j'aurais pu changer d'avis. Il y a peu de choix qui nous permettent d'avancer où on ne peut pas revenir en arrière et donc même revenir en arrière, c'est quelque part avoir avancé sur ce qu'on ne voulait pas. Donc cette phrase, ce mantra de ta vie avance au rythme des décisions que tu prends, pour moi c'est essentiel et souvent je la combine avec tu es le résultat de tes choix passés. Donc si tu n'es Bien. pas satisfait de ta vie aujourd'hui, c'est regarde à quel point tu n'as pas fait des choix en accord avec qui tu es. Et c'est pas grave, mais juste aujourd'hui, comment tu peux faire d'autres choix. Génial. J'adore ce dernier conseil et pour, clôturer l'épisode, on finit toujours avec une petite question de coaching à méditer en marchant et en musique que nos auditeurs, pardon, peuvent se C'est poser. posé. Désolée, j'en perds mon français. Est-ce que tu aurais une question comme ça qui te viendrait, que nos auditeurs pourraient, se poser justement? Bah, je t'avais dit, j'avais écouté ton podcast et j'avais pas du tout préparé, mais en fait là, elle me vient très intuitivement et naturellement. C'est que finalement, là, on a terminé sur ta vie avance au rythme des décisions que tu prends. Ça serait prendre 2 minutes pour se poser quelle décision je peux prendre aujourd'hui pour avancer davantage vers ce que j'ai envie. Et si on ne sait pas vers quoi on a envie d'avancer, eh ben, quelle décision je peux prendre aujourd'hui qui me mettent en joie. En fait, juste ça. C'est-à-dire que soit on a des objectifs et on sait qu'on doit avancer et donc ne plus procrastiner. Et si on est perdu, c'est connecté à la joie. Puisque pour moi, la joie est créateur, créatrice. Donc à partir de là, il n'y a pas de mauvaise décision. C'est OK, qu'est-ce que je peux décider aujourd'hui qui me mette en joie? Trop bien. Et ben, restez bien jusqu'au bout de l'épisode pour avoir, cette question à méditer, en marchant et en musique. Et Nico, pour ceux qui veulent te retrouver, t'envoyer des petits messages doux, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Ah bah, principalement, sur mon podcast, Osez by Nico, donc que ce soit, pour l'écouter, en complément du tien bien évidemment, parce que c'est vrai que j'ai un vraiment je te le dis avec toute sincérité, j'adore tes épisodes et je vais continuer à les écouter. C'est pas que parce que, j'avais la chance d'être invité avec toi aujourd'hui, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter tes interviews et tes moments solo et donc autrement c'est Instagram. Instagram, c'est là où je suis le plus actif et où je communique beaucoup où je brille comme je peux. Trop bien. Et ben, je mettrai, tous les liens dans le descriptif de l'épisode. Allez écouter les épisodes de podcast, de Nico qui sont aussi excellents et il a des excellents, intervenants. Et Nico, un grand merci, pour tout ce que tu nous as partagé. C'était, authentique, vulnérable, c'était plein de bons conseils quand même. Et vraiment, je pense que l'épisode, vous a tous apporté énormément. Donc un grand merci à toi, Nico, et à très vite. À bientôt Alexandra, salut. Salut. Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode.
Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour ta question de coaching à méditer en marchant et en musique. Et aujourd'hui, c'est Nico qui te pose cette question. Qu'est-ce que tu peux décider aujourd'hui qui te mette en joie ?